Bonsoir. Le très grand poète Jean Genet ouvrait l'un de ses premiers ouvrages par ces mots saisissants. Cette merveilleuse éclosion de belles et sombres fleurs, je ne la pris que par fragments. L'un m'était livré par un morceau de journal, l'autre, négligemment cité par mon avocat. Un autre encore dit presque chanté par les détenus. Leur chant devenait fantastique et funèbre. Un de profundis, autant que la voix qui traverse les cellules et me parvient troublée, désespérée, altérée. À la fin des phrases, elle se casse. Et cette fêlure la rend si suave qu'elle semble soutenue par la musique des anges. Alors, ce soir, littéralement, il ne sera pas question d'anges ni de détenus. Mais je crois que métaphoriquement, cette merveilleuse éclosion de belles et sombres fleurs, c'est peut-être une des meilleures définitions que l'on pourrait donner des trous noirs. Parce que les trous noirs sont intéressants à plus d'un titre. Bien sûr, en tant que ce qu'ils sont, objets paroxystiques de la relativité, mais aussi peut-être parce qu'ils nous invitent ou nous obligent à être un peu plus subtils qu'à l'ordinaire. Parce qu'ils viennent en quelque sorte déconstruire l'idée ou l'image archétypale d'une science omnipotente qui aurait toujours des réponses simples à toutes les questions complexes. Vous allez voir que suivant la manière dont on les appréhende, dont on les regarde, dont on les questionne, les trous noirs donnent parfois des réponses différentes et apparemment contradictoires. Il faudra donc, et c'est rare en ces temps, être nuancé. Alors un trou noir, finalement, c'est un objet qui est assez simple à appréhender du point de vue intuitif. Il n'est pas nécessaire de recourir à des théories complexes pour se le représenter. Imaginez que je jette vers le haut un petit objet, il s'élève et il retombe. Si je le jette plus fort, plus vite, il s'élève davantage et il retombe. Mais si je le jette vraiment très vite, il y a une vitesse au-delà de laquelle il va définitivement s'échapper du champ gravitationnel de la Terre. Il va errer ad vitam aeternam dans l'espace. On la nomme vitesse de libération. À la surface de la Terre, elle est de l'ordre d'un peu plus de 10 km par seconde, c'est considérable. Je ne suis pas du tout capable de propulser un petit objet à cette vitesse. Mais en principe, on peut le faire et bien sûr, on sait le faire. Imaginez maintenant qu'une main de géant vienne contracter la Terre. Sa masse reste identique, mais son volume diminue. Par conséquent, le champ gravitationnel à sa surface devient plus intense, puisque je suis en quelque sorte plus près du centre. Il est donc plus difficile de s'échapper du champ gravitationnel de cette planète comprimée. Et donc, la vitesse de libération, la vitesse qu'il faut pour s'extraire de son champ d'attraction, devient plus grande. Si je compacte suffisamment la Terre, viendra nécessairement un instant où la vitesse de libération sera plus grande que la vitesse de la lumière. Puisque rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, rien ne pourra plus alors échapper au champ gravitationnel de l'astre en question. C'est la définition d'un trou noir. C'est la définition classique d'un trou noir, qui fait appel à la physique élémentaire que nous avons appris au lycée, et c'est la raison pour laquelle elle fut élaborée non pas par Einstein au XXe siècle, mais par John Michell et Pierre-Simon de Laplace au XVIIIe siècle. L'idée de trou noir est donc fondamentalement une idée ancienne. Alors, c'est peut-être aussi l'occasion de déconstruire un certain nombre d'évidences ou de dogmes trompeurs. Les trous noirs, par exemple, ne sont pas nécessairement denses. Bien sûr, pour transformer la Terre en trou noir, il faudrait que tout ce qui est autour de nous, ces montagnes, ces océans, etc., soit comprimé dans une sphère de quelques millimètres. Là, en effet, la densité serait considérable, inimaginable. Mais pour des trous noirs très massifs, de plusieurs millions ou milliards de masses solaires, la densité peut être plus faible que celle de l'eau ou même que celle de l'air. Les trous noirs ne sont pas non plus nécessairement des objets dangereux. Finalement, la gravitation a cette vertu d'être démocratique. Ses conséquences ne dépendent pas de la nature des sources. Autrement dit, si le Soleil devenait un trou noir, cela ne changerait littéralement rien, à masse constante bien sûr, à l'orbite de la Terre.
Bien sûr, au bout de quelques minutes, il ferait froid. Ce n'est pas la trajectoire sur laquelle nous nous orientons en ce moment. Mais au-delà de ce détail, qui nous tuerait quand même très rapidement, bien sûr, l'ellipse décrite par la Terre ne dépendrait pas de ce que se trouve au foyer, une étoile, une boule de pétanque géante ou un trou noir. Les trous noirs ne sont pas, contrairement à l'image d'Épinal, des ogres qui dévorent tout sur leur passage, ils contribuent même plutôt à la stabilisation des structures. Et enfin, les trous noirs ne sont pas, au sens littéral, des êtres matériels. En fait, un trou noir, c'est une boule de vide. Un trou noir, c'est une boule de géométrie. Toute la matière, pourrait-on dire, est concentrée en un point, au centre. La surface du trou noir, qu'on nomme horizon, est dépourvue de toute forme de matérialité. L'astronome imprudent, qui s'aventurerait à plonger dans un trou noir, ne ressentirait aucun phénomène particulier au franchissement de l'horizon. Et ça, on peut le comprendre assez simplement avec une analogie hydrodynamique. Imaginez un cours d'eau qui est presque stagnant au départ et dont le flux augmente de vitesse au fur et à mesure qu'il se rapproche d'une chute d'eau. Les poissons, initialement, peuvent nager dans les deux sens. Ils peuvent évidemment remonter le cours du courant, qui est lui-même très lent. Mais vient un moment où le flux d'eau devient plus rapide que la vitesse de natation des poissons. Et donc, au-delà de ce point, plus aucun retour en arrière n'est possible pour les poissons, parce que même en nageant à contre-courant, ils sont emmenés par le courant vers l'avant. Mais le passage de cette surface, au-delà de laquelle ils sont perdus en quelque sorte, ne se matérialise pas par un ressenti particulier. C'est l'équivalent de l'horizon d'un trou noir, où ici le rôle des photons, des grains de lumière, serait évidemment joué par les poissons. Alors tout cela est bel et beau, mais la question fondamentale, c'est quand même celle de l'existence. Bon, ce sont des objets théoriques qui ont des propriétés étonnantes, voire amusantes, peut-être presque un peu inquiétantes, mais a-t-on des preuves de leur existence dans le monde apparemment réel qu'on nomme le monde physique? Alors peut-être d'abord faut-il faire quelques secondes de précision épistémologique sur l'idée de preuve. Moi je crois qu'en sciences de la nature, nous n'avons jamais de preuves. Si vous voulez des certitudes, faites de la théologie, pas de la science. La science, c'est le monde de la déconstruction et de doute permanent. Nous n'avons jamais de preuves en sciences de la nature. Vous croyez que je suis là en ce moment? Peut-être que je fais comme Jean-Luc Mélenchon, j'envoie un hologramme. Bon, c'est une explication moins probable. Voilà. Mais vous n'avez pas de preuves, stricto sensu. Vous avez estimé qu'il y a une probabilité beaucoup plus importante que je sois effectivement présent devant nous, plutôt que d'assister à un subterfuge technologique. Ce n'est pas une preuve, c'est une question de probabilité de confiance. Vous savez qu'il y a quelques années, on a découvert le champ de Higgs auprès de l'accélérateur LHC du CERN. Croyez-vous qu'on l'a vu? Pas du tout. On a observé 2 grains de lumière, 2 photons émis dos à dos. Et il se trouve que dans ces conditions particulières, un boson de Higgs se désintégrant est une bonne explication et que nous n'avons pas de bonne explication alternative. Par conséquent, la communauté s'est mise d'accord sur le fait que nous avions très probablement observé un boson de Higgs. Ce n'est qu'une question de probabilité, pas une question de preuve. Et le deuxième point sur lequel il faut peut-être demeurer précis, c'est finalement la nécessité de se départir du primat usuel conféré à la vision. On a souvent l'impression qu'il y a des croyances, et puis il y a la vision qui vient trancher. Parfois c'est vrai, hein, naturellement, mais en science c'est rarement vrai. Vous savez, la vision n'a pas de rôle spécifique. Avez-vous déjà vu un champ magnétique? Et pourtant, qui doute de l'existence des champs magnétiques? Avez-vous déjà vu l'amour ou la haine? Qui doute de leur existence? La vision n'est pas une preuve particulièrement probante ou une indication particulièrement convaincante de l'existence d'une chose. Elle est une sonde parmi beaucoup d'autres, et ne croyez pas qu'avoir des indices très forts de l'existence des trous noirs soit prioritairement dû au fait qu'on les observe. Bon, alors quelles sont ces évidences? Quels sont ces indices? Quelles sont ces quasi-preuves de ce qu'il se trouve dans notre environnement? Alors d'abord, bien sûr, il y a un argument, pourrait-on dire, théorique. On a compris, depuis quelques décennies bien sûr maintenant, que dans les scénarios d'évolution standard des étoiles, les plus massives d'entre elles devraient s'effondrer en trous noirs. Donc ça, déjà, c'est important, parce que ce ne sont plus simplement des objets ad hoc inventés parce qu'ils excitent les théoriciens ou les mathématiciens, mais ils sont des prédictions normales,
sans hypothèse exotique, de l'évolution d'objets normaux, qui sont extrêmement nombreux dans l'univers, à savoir les étoiles. Bon, pas toutes les étoiles, certes, mais enfin les étoiles massives, même si c'est un petit pourcentage des étoiles de la galaxie, représentent quand même un très grand nombre. Donc les trous noirs changent de statut, du statut d'objets extrêmement exotiques, théoriques et artificiels, ils deviennent des objets attendus. Mais surtout, du point de vue observationnel, nous avons aujourd'hui beaucoup d'indications. D'abord, dans ces disques d'accrétion, c'est-à-dire dans ces tourbillons de matière qui sombrent vers le trou noir, se déploient des processus de friction. La friction échauffe la matière émet du rayonnement, et ce rayonnement, on l'observe d'une façon caractéristique de l'environnement des trous noirs. Ensuite, il y a ces émissions de jets bipolaires, de particules relativistes de part et d'autre du trou noir. Alors bien sûr, les particules ne viennent pas de l'intérieur de l'horizon, puisque par définition, rien ne peut sortir. Mais juste avant d'entrer dans le trou noir, les particules en chute sur celui-ci, certaines d'entre elles, peuvent être éjectées eu égard à la présence d'un autre acteur fondamental en astrophysique, le champ magnétique. Et là encore, ces jets, on les observe, on les comprend, parce qu'en réalité, l'énergie acquise par les particules lors de la chute est considérable. C'est la raison pour laquelle, paradoxalement, certains trous noirs, les quasars, sont parmi les objets les plus nombreux de l'univers et les plus lumineux, surtout, de l'univers lointain. Bien. Et puis récemment, il y a quelques années, il y eut cet événement majeur de détection par les interféromètres des ondes gravitationnelles. Alors, vous savez, la lumière que nous percevons ce soir dans cette pièce, c'est une onde qui se déplace dans l'espace. Une onde électromagnétique qui se déplace dans l'espace. Ma voix qui vient vers vous, c'est une onde acoustique qui se déplace, elle aussi, dans l'espace. Les ondes gravitationnelles, c'est autre chose. Ce sont des ondes d'espace. C'est l'espace lui-même qui, en quelque sorte, se met en mouvement. Observer les ondes gravitationnelles, c'est réaliser quelque chose du projet platonicien, vous savez, qui écrivait à l'entrée de l'Académie, même si ce n'est pas tout à fait vrai du point de vue historique, que nul n'entre ici qui n'est géomètre. Les ondes gravitationnelles, c'est un accès à la dimension vibratile de l'espace-temps. Et ça, c'est véritablement une indication presque incontestable de l'existence des trous noirs. Parce que vous imaginez bien que deux étoiles ou deux planètes qui se heurteraient ne vibreraient bien évidemment pas du tout en même temps du point de vue des conséquences sur la trame spatio-temporelle que ne peut le faire un trou noir qui est intrinsèquement une boule de géométrie. Donc voir les modes de vibration du trou noir formés dans ces balais cosmiques qui donnent naissance à des coalescences, c'est-à-dire à des fusions de trous noirs, c'est véritablement voir les modes propres de vibration de l'espace en tant que tel. Donc ça, c'est quelque chose de très récent et d'extraordinairement probant, non pas, comme on l'a dit parfois à l'époque, pour corroborer la relativité. On savait déjà que les ondes gravitationnelles existent. Depuis 40 ans, on les avait mesurées. Mais très intéressant pour corroborer l'existence des trous noirs, mesurer leur masse, leur nombre, leur population, leur taux de regroupement, et ce genre de phénomène essentiel pour la compréhension astrophysique de ces objets, bien plus que pour l'investigation de la théorie gravitationnelle qui les sous-tend. Et enfin, très récemment, vous vous souvenez que nous avons eu droit à cette magnifique photographie de l'Event Horizon Telescope qui présente une sorte de première image d'un trou noir. Alors, j'y insiste une dernière fois, cette image n'est pas plus intéressante, elle est même probablement moins intéressante que les trous noirs, que les ondes gravitationnelles, en tant qu'indication de l'existence des trous noirs. Elle n'est pas non plus directe, hein. Vous savez, ça ne veut rien dire direct. Là, on ne se voit pas directement, n'est-ce pas? Il y a des processus très complexes d'émission de la lumière dans cette lampe qui donnent naissance à des processus très complexes d'interaction avec mes vêtements et ma peau, qui donnent naissance à des processus très complexes d'interaction dans votre rétine. Il n'y a absolument rien de direct dans le fait de me voir. Il n'y a pas d'immédiateté en science, tout est média. Pour autant, cette photographie n'en demeure pas moins doublement intéressante. D'abord, au niveau technologique, parce qu'elle est une prouesse. Vous savez que si on calcule la taille nécessaire pour qu'un radiotélescope puisse réaliser cette image, elle serait voisine de la taille de la Terre. Donc un esprit sensé se dit que c'est impossible, sauf à recourir à cette très élégante technique d'interférométrie qui permet de combiner les signaux issus de plusieurs petits radiotélescopes afin de simuler en quelque sorte un radiotélescope géant et de disposer de la résolution suffisante
pour imager ce trou noir. Et ensuite, elle est intéressante au niveau scientifique, parce qu'elle va permettre bien sûr d'accéder à la dynamique de la matière autour de trous noirs relativement voisins, et même de tester un certain nombre de théories gravitationnelles dans un futur qu'on peut espérer maintenant être relativement proche. Bon, on peut donc déjà comprendre ce qu'est un trou noir et se convaincre de leur très probable existence et même abondance dans notre environnement. On peut estimer qu'environ 100 millions de trous noirs sont vraisemblablement présents dans notre galaxie, la Voie lactée. Mais bien sûr, pour aller au-delà, pour vraiment les comprendre et pour en extraire la quintessence ou la substantifique moelle, il faut recourir à la théorie de la relativité. Alors, la relativité, c'est bien sûr l'une des plus grandes avancées conceptuelles du XXe siècle. Elle se déploie peut-être en deux temps. D'abord, la relativité restreinte, qui, elle aussi, est doublement intéressante dans ce qu'elle énonce, dans ce qu'elle dit de la nature, et nous allons y revenir, mais aussi de par ce sur quoi elle se fonde. Et ça, peut-être, on le dit un peu moins souvent, et un peu moins clairement. Parce que la relativité restreinte est la première théorie de jauge de l'histoire, c'est-à-dire la première théorie à se fonder en tant que principe sur une symétrie, donc sur une invariance. Ça, c'est quelque chose qui a été conceptuellement extraordinairement fructueux. Aujourd'hui, toute la physique des particules, et dans une certaine mesure d'ailleurs toute la physique, repose sur ces concepts de symétrie. Et ça a été inauguré par la relativité restreinte. Et dans le cas de la relativité restreinte, la symétrie est très belle, parce qu'il s'agit en fait de l'invariance par déplacement spatial et temporel des lois de la physique. Mais quand on y réfléchit, c'est évident en réalité. Une loi qui dépendrait du lieu ou du temps ne serait pas une loi. Quand Isaac Newton énonce les Principia Mathematica, il ne dit pas « voilà les lois de la physique à Cambridge en l'an de grâce 1684 ». Non, ce sont les lois de la physique partout et toujours. C'est, pourrait-on dire, définitoire d'une loi. Donc l'existence de lois telles que la relativité restreinte le suppose, c'est presque la condition de possibilité d'une intelligibilité physico-mathématique du réel. Et ça, c'est très fort, philosophiquement. Parce que ça veut dire que la relativité restreinte, dans sa forme la plus épurée, ne se fonde sur rien d'autre que sur le fait qu'une physique est possible. Et les conséquences sont remarquables. La première, c'est l'existence d'une vitesse, comme on le sait, indépassable, absolue, invariante, qu'on peut bien appeler la vitesse de la lumière, mais qui n'est pas principiellement, en réalité, liée à la lumière. Cette vitesse existerait même dans un monde sans lumière. Elle est une constante de structure de l'espace-temps. Cette vitesse indépassable est liée à l'existence de lois qui lient l'espace au temps. Ensuite, la relativité restreinte nous montre que cet espace et ce temps sont indéfectiblement liés l'un à l'autre. Et ça, c'est aussi philosophiquement très fort, parce que ça signifie que la disjonction que nous opérons au quotidien, parce que bien sûr, pour nous, une seconde, ce n'est pas un mètre. L'espace n'est pas égal au temps. Mais cette disjonction est totalement arbitraire. Elle est liée à un système de référence particulier, mais il n'y a pas en réalité de distinction ontologique, c'est-à-dire liée à l'être en tant qu'être du réel, entre l'espace et le temps. Les conséquences pratiques, c'est que lorsque je me mets en mouvement, là, parce que je marche en ce moment, ma montre se désynchronise par rapport à la vôtre. Vous savez tous que les voyages dans le futur sont possibles. Vous pourriez devenir plus vieux que vos propres parents, il suffirait que ces derniers soient soumis à un petit voyage en fusée qui va durer 1 an pour eux, qui va durer 50 ans pour vous, et quand vous vous retrouvez, vous êtes effectivement plus vieux que vos parents. Et bien sûr, la mauvaise question, si tant est qu'il y en ait, en tant que prof je ne devrais pas dire ça, la mauvaise question consisterait à s'interroger sur le vrai temps. Quel est le vrai temps? Et bien sûr, il n'y en a pas. Les deux temps sont parfaitement réels et parfaitement légitimes dans leurs acceptions respectives. La relativité, finalement, porte bien son nom. Et troisièmement, ça, pour être parfaitement honnête, c'est un tout petit peu moins direct que les deux premières assertions. La relativité nous montre E égale mc2, qu'il y a un lien entre l'énergie E et la masse m. C carré, on peut oublier, c'est purement dimensionnel. E égale m, ça veut dire que si ces deux grandeurs sont égales, je peux changer l'une en l'autre. Je peux transformer l'une en l'autre.
si on était mystique, on pourrait presque dire transsubstantiées l'une en l'autre, parce qu'elles sont de nature différente. Vous voyez, on a une sorte d'équivalence qui apparaît entre un inné et un acquis, un essentiel et un accidentel, un nécessaire et un contingent. Pourquoi? Parce que l'énergie est susceptible de varier. Elle n'intervient pas dans la définition de l'être, alors que la masse est absolument fondamentale dans l'essence d'une particule élémentaire. Et donc, ce que cette égalité signifie, c'est que je peux transformer une propriété en existence. Vous voyez, métaphoriquement, c'est un peu comme si je disais que j'allais utiliser la beauté d'un paysage pour créer un nouveau paysage sans détruire le premier. C'est parfaitement contre-intuitif. Alors, de façon un peu moins métaphorique, ce qu'on fait dans un accélérateur de particules, c'est qu'on transforme du mouvement en existence. On utilise le mouvement des corpuscules incidents pour créer de la matière. Mais cette matière, elle ne vient pas du fait qu'on a cassé les particules. Les particules initiales peuvent parfaitement continuer à exister dans l'état final. La gerbe de particules induites, cette explosion de matière, cette épiphanie de matière, elle provient en réalité du mouvement des particules incidents. On appelle bien sûr l'énergie cinétique en physique. Mais vous voyez, si on dit qu'on a transformé de l'énergie cinétique en énergie de masse, c'est un tout petit peu moins probant. En fait, on a transformé du mouvement en existence. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est évidemment une déconstruction très profonde, par exemple, du principe de Lavoisier. Alors, cette relativité restreinte, elle est moins fondamentale pour les trous noirs, bien sûr, que la relativité générale, qui, quant à elle, va venir philosophiquement déconstruire une autre certitude qui est-elle la disjonction d'une part du contenant et d'autre part du contenu. Parce que finalement, ce que nous montre la relativité générale, alors on pourrait le dire de façon provocatrice, c'est que l'espace et le temps n'existent pas. L'espace et le temps, c'est le champ gravitationnel. Nous habitons sur le champ gravitationnel, nous sommes des vaguelettes sur un raz-de-marée. Alors, c'est quand même un raz-de-marée, parce que dans les équations de la gravité, il y a un G sur C4, c'est un nombre qui est minuscule, et ça signifie que l'espace-temps est très rigide. C'est extrêmement difficile de tordre l'espace-temps. C'est pourquoi les ondes gravitationnelles là, qui nous traversent en ce moment dans cette salle, on ne les voit pas. On ne les voit pas parce que les variations de distance sont absolument minuscules. Mais fondamentalement, nous sommes quand même face à un système dynamique. La masse distord et distend l'espace. Suivant la célèbre formule de John Wheeler, la masse dit à l'espace comment se courber, qui en retour dit à la masse quelles sont les trajectoires possibles. Mais bien plus que la courbure, c'est la capacité d'évolution de l'espace qui est fondamentale. Parce que vous voyez, dans une acception newtonienne ou kantienne, l'espace c'est le cadre. Il n'y a rien à en dire. Il est a priori. Il est transcendantal dans le vocabulaire de Kant. Alors que dans la vision einsteinienne, il redevient l'objet d'un discours parce qu'il est lui-même un phénomène. Donc ce que nous dit philosophiquement Einstein, c'est que l'espace et le temps sont des champs comme les autres, comme la matière, comme la lumière. Ce n'est pas la même chose, bien sûr, mais c'est de même nature physique au sens où c'est régi par des équations d'évolution. Il y a interaction entre les champs et l'espace-temps n'est qu'un champ parmi les autres. Voilà ce qu'on a compris en relativité. Et c'est pour ça, bien sûr, que l'expansion de l'univers, ce n'est pas un déplacement des corps dans l'espace. On pourrait dire que les galaxies s'éloignent sans bouger. En réalité, c'est le mouvement propre de l'espace que nous observons. C'est la dilatation de l'espace qui est la cause de l'expansion de l'univers. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour nos trous noirs? D'abord, ça va changer leur aspect. Un trou noir, c'est une boule. Topologiquement parlant, c'est une sphère, un trou noir. Évidemment, quand on regarde une sphère, par effet de projection, on voit un disque. Donc on pourrait naïvement s'attendre à ce qu'un trou noir ressemble à un disque noir. C'est un peu vrai, mais grâce à la relativité, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus élégant que cela. Si on avait un trou noir ici et une étoile qui est là, on observerait d'abord une première image de l'étoile, conséquemment à la lumière émise par celle-ci, et provenant vers mes yeux de façon presque linéaire. Mais il y a maintenant une deuxième trajectoire qui va s'ouvrir. La lumière émise par l'étoile dans cette direction, qui normalement devrait être perdue pour moi. Les photons passent par là, je ne les reçois jamais, je ne les vois pas. Mais grâce au trou noir, l'espace est tordu. Et donc les photons qui sont émis par là vont pouvoir tourner derrière le trou noir et revenir vers moi. Et donc je vais voir une deuxième image de l'étoile qui est ici, dans cette direction-là. Je vais dédoubler l'image de l'étoile. Mais en réalité, c'est même encore beaucoup plus beau que ça, parce que les photons peuvent tourner plusieurs fois autour du trou noir, et même une infinité de fois autour du trou noir.
Et donc, en réalité, je vais créer un chapelet d'images fantômes, d'images spectrales, peut-être même sépulcrales, puisque l'étoile peut déjà être morte en quelque sorte, qui vont être littéralement des propriétés relativistes, c'est-à-dire associées à la courbure de l'espace et qui ne sont pas présentes dans la physique newtonienne. Encore que dans la physique newtonienne, la lumière est quand même déviée, hein, mais on n'a pas du tout ce type de trajectoire qui peuvent tourner plusieurs fois autour du trou noir. Ça, c'est vraiment des phénomènes purement relativistes. Donc l'aspect du ciel serait déjà beaucoup plus beau grâce à cette révision de la... Enfin, grâce... C'est un peu inexact de dire que c'est grâce à la théorie, parce que le monde est ce qu'il est. Mais disons que la théorie permet de rendre grâce, on va le dire comme ça, à cet aspect du monde qui enrichit considérablement l'aspect d'un trou noir. On pourrait ensuite regarder ce qui advient de la chute libre d'un corps lâché vers un trou noir. Alors si vous êtes un observateur stationnaire, tout près de l'horizon, bon, à l'extérieur, parce que si vous rentrez dedans, vous ne pourrez jamais nous dire ce que vous avez observé. Donc vous restez à l'extérieur, vous avez des moteurs de fusée très puissants, vous contrez la gravitation, et vous êtes stationnaire tout à côté de la surface d'un trou noir qui est là. Et vous regardez une pierre qui tombe dans le trou noir. Vous allez mesurer qu'elle entre dans le trou noir à la vitesse de la lumière. Autrement dit, elle est animée de la plus grande vitesse possible. On ne peut pas faire plus. Bon. Et maintenant, vous regardez la même chose, mais de loin. Vous êtes dans un vaisseau spatial, tout réacteur éteint, qui est très loin du trou noir, vous avez un super télescope, et vous regardez le même phénomène, la pierre qui tombe vers le trou noir. Et ce que vous observez en fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle s'approche de l'horizon, elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit, et elle se fige. Elle s'arrête à l'horizon. Vous l'observez avec une vitesse nulle, de plus en plus noire et de plus en plus diffuse, un peu comme une crêpe comme ça, qui recouvrirait le trou noir. Là encore, on pourrait se demander qui a raison. On ne peut pas faire plus différent. Un des observateurs voit une vitesse qui est la vitesse de la lumière, l'autre observateur voit une vitesse nulle. On ne peut pas avoir une disjonction plus grande en termes de vitesse. Et bien évidemment, les deux descriptions sont correctes. Les deux observateurs ont une description parfaitement cohérente du même monde, mais d'un point de vue différent. Et vous ne pouvez pas vous demander ce qui est vrai. Ou plus exactement, vous pouvez accepter que la vérité est multiple et associée au référentiel à partir duquel vous interrogez les phénomènes au voisinage du trou noir. Alors, la relativité va permettre aussi d'utiliser les trous noirs comme de véritables machines à voyager dans le temps. Tout à l'heure, on le disait pour la relativité restreinte, c'était des effets de vitesse, et là, on peut même le faire à l'arrêt. Si vous vous approchez très près d'un trou noir et que vous retournez ensuite dans l'univers extérieur, ça va coûter beaucoup d'énergie, mais en principe c'est possible, va s'écouler quelques dizaines de secondes pour vous, par exemple, et peut-être 1 milliard d'années dans l'univers extérieur. Vous avez littéralement voyagé dans le temps d'1 milliard d'années. Alors ça, c'est quelque chose qui est très impressionnant, mais qui n'est pas littéralement dû au trou noir. Là, en ce moment, pendant que je vous parle, le temps ne s'écoule pas exactement à la même vitesse pour mes pieds et pour ma tête, à cause précisément de la différence de champ gravitationnel. La gravitation, c'est l'espace-temps. Donc ce n'est pas étonnant que le temps soit sensible à la différence de gravitation. C'est presque une tautologie en réalité. Bon. Et ça, c'est des choses qu'on sait mesurer. Enfin, pas sur une hauteur d'homme sur Terre, mais on a mesuré sur le Soleil, par exemple, ce type d'effet, où on voit vraiment que le temps ne s'écoule effectivement pas à la même vitesse au fur et à mesure qu'on se déplace dans le champ gravitationnel. On l'utilise même dans le système GPS, par exemple. Donc, ce sont des processus, si vous voulez, qui existent déjà, en quelque sorte, en physique usuelle, mais qui sont poussés à leur paroxysme par les objets trous noirs. Et peut-être le dernier exemple que je peux vous donner de modification relativiste de l'acception des trous noirs, ce serait la question du volume. Imaginez un trou noir qui aurait la masse du Soleil, ce qui n'est pas prévu d'ailleurs par la théorie. Bon, il aurait un diamètre de quelques kilomètres, disons 1 kilomètre, c'est un peu plus en réalité. Quel est son volume ? Si vous vous rappelez la physique de collège ou de lycée, 4 tiers de pi r cube, si le diamètre de la sphère est de l'ordre du kilomètre, le volume de la sphère est de l'ordre du kilomètre cube, un peu moins, de l'ordre du kilomètre cube. Ça, ce n'est pas vrai du tout pour un trou noir. Le volume interne peut être plus grand que la totalité de l'univers observable, si vous attendez suffisamment longtemps, parce qu'il croît avec le temps. Alors là, je vous mens un tout petit peu, parce qu'en fait, en relativité, quand on parle de volume, ce n'est pas suffisant. C'est très dépendant du feuilletage d'espace-temps qu'on utilise, et le concept même de volume n'est pas défini de façon totalement non équivoque. Donc pour être un tout petit peu précis, je dirais qu'il y a une définition du volume pour laquelle un trou noir peut contenir la taille d'un univers. Mais ce n'est pas la seule.
Et donc là, il y a des discussions physiques très intéressantes pour savoir quelle est la définition adaptée à un type de question particulière que vous pourriez vous poser. Alors grâce à la relativité, on peut aussi faire quelque chose d'assez intéressant. C'est entrer dans le trou noir. Au moins, entrer conceptuellement dans le trou noir. Alors en principe, on peut le faire, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, l'horizon est vraisemblablement immatériel. Alors qu'est-ce qu'on verrait dans le trou noir? On pourrait par exemple prendre un flash électronique et émettre 2 grains de lumière, 2 photons. Donc la singularité, le centre du trou noir est là, l'horizon est ici, moi je suis dans le trou noir. J'émets un grain de lumière vers l'intérieur et un grain de lumière vers l'extérieur. Donc le grain de lumière qui est émis vers le centre va vers le centre, ça ne donnera personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le grain de lumière émis vers l'extérieur va en fait lui aussi vers le centre. Donc intuitivement, et ce n'est pas si faux que ça en fait, vous pouvez vous dire que c'est un effet tapis roulant. Le tapis roulant d'espace-temps, d'espace, s'écoule tellement rapidement vers l'intérieur que la lumière n'est même pas capable de remonter le courant d'espace. Finalement, dans un trou noir, en un sens mathématique précis, là c'est pas métaphorique, on peut estimer que le temps se transforme en espace et que l'espace se transforme en temps. Alors évidemment, dit comme ça, c'est un peu compliqué à interpréter, mais ça a un sens de physique théorique extrêmement bien défini. Et intuitivement, la manière dont on peut le sentir, c'est que de la même façon qu'il est pour nous impossible de retourner dans le passé, il n'est pas possible dans un trou noir de retourner en arrière. Vous avez une sorte d'inexorabilité du mouvement du temps. Bien. Et d'ailleurs, pour un trou noir statique, ce qu'on appelle un trou noir de Schwarzschild, la fameuse singularité centrale n'est même pas un lieu spatialement déterminé. Mathématiquement, c'est l'achèvement du temps. Littéralement parlant, mathématiquement, la singularité d'un trou noir de Schwarzschild, c'est l'arrêt du temps. Si un jour, je ne vous le conseille pas, mais si un jour vous voulez vous suicider, moi je trouve que ça a de la gueule. Voilà. On meurt par achèvement du temps. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, on aura quelques problèmes avant que je décrirai tout à l'heure. Mais enfin, au moins dans l'idée, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà. On peut aller plus loin. Et pour aller plus loin, on peut s'intéresser aux trous noirs en rotation. Les trous noirs en rotation, on les appelle les trous noirs de Kerr. Mais en fait, ces trous noirs en rotation, ce sont les vrais trous noirs. Pourquoi? Parce que les trous noirs sont formés par des étoiles et que les étoiles tournent. Donc les trous noirs tournent. Et pourquoi les étoiles tournent? Pourquoi pas? Avoir une vitesse de rotation nulle, c'est un cas incroyablement particulier. Donc si vous prenez une vitesse de rotation au hasard, vous n'avez littéralement aucune chance qu'elle soit nulle. Tout tourne dans l'univers. Donc les trous noirs tournent. Et ces trous noirs de Kerr, on pourrait les appeler les trous noirs toupies, ont des propriétés très différentes des trous noirs statiques. Ce n'est pas simplement, si vous voulez, une évolution quantitative. C'est un changement qualitatif. D'abord, il y a un effet d'entraînement de l'espace dès l'extérieur de l'horizon. Ça, c'est intéressant parce que dans un trou noir statique, ce qui est inexorable ne prend naissance qu'à l'intérieur de l'horizon des événements. À l'extérieur, ça coûte beaucoup d'énergie, mais vous pouvez encore tout faire. Pour un trou noir de Kerr, même à l'extérieur de l'horizon des événements, il y a une petite zone dans laquelle vous ne pouvez pas, quelle que soit l'énergie dont vous disposez, vous opposer à l'effet d'entraînement de l'espace. C'est presque un peu inquiétant. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on peut voir s'y déployer des phénomènes plus subtils. Par exemple, ce qu'on nomme l'effet Penrose. Roger Penrose est un très grand physicien et mathématicien, qui est encore en vie, un des pionniers de toute cette physique, qui a montré qu'il était en principe possible d'extraire de l'énergie des trous noirs en rotation. Alors, c'est un peu compliqué. Il faut envoyer un corps au voisinage du trou noir, il faut que ce corps se scinde en 2 autres corps, suivant des orbites très bien calculées, mais si on fait toutes les choses comme il faut, le corps qui revient a plus d'énergie que le corps initialement lâché. Alors, c'est assez intéressant parce que ça signifie que si nous étions en train d'habiter au voisinage d'un trou noir de Kerr, on pourrait a priori disposer d'une source d'énergie quasi infinie et parfaitement écologique. Parce que là, effectivement, le bilan carbone, il est nickel. Bon. Le seul problème, c'est qu'il ne vous a pas échappé que nous n'habitons pas à proximité d'un trou noir de Kerr. Et puis, je profite quand même de cet aparté pour nous rappeler que la catastrophe écologique à laquelle nous faisons face, et qui devrait être notre priorité et préoccupation incessante si nous étions des vivants
cohérent avec notre statut de vivant, eh bien cette catastrophe n'est pas principalement due à l'origine de l'énergie, c'est-à-dire à la pollution liée à l'extraction de l'énergie. Elle est due à la manière dont nous utilisons l'énergie. Ce que je veux dire, c'est que quand bien même nous aurions une énergie parfaitement propre, si nous l'utilisons pour raser la forêt, nous avons quand même rasé la forêt et détruit la vie. Et c'est exactement ce qu'on fait en ce moment. Donc ne croyez surtout pas que l'origine du problème écologique, enfin la solution du problème écologique, c'est de trouver de l'énergie propre. Ce n'est pas vrai du tout. Avec de l'énergie propre, ça serait probablement pire. On l'utiliserait davantage dans la démarche actuelle qui est extrêmement mortifère. Alors évidemment, cette énergie du trou noir de Kerr, elle ne vient pas de l'intérieur, parce que ça c'est interdit. Rien ne peut sortir du trou noir. Donc elle vient d'où? Eh bien, elle vient en fait de la rotation du trou noir. On a emprunté une partie de l'énergie associée à la rotation. Mais cette énergie, elle est considérable. Elle peut être voisine de l'énergie contenue à l'intérieur. Et le dernier point très intéressant des trous noirs en rotation, des trous noirs toupies, c'est leur structure interne. Quand on calcule mathématiquement ce qu'on appelle de façon un peu pompeuse l'extension analytique maximum de la géométrie interne, on voit apparaître quelque chose d'un peu étonnant, c'est-à-dire un chapelet, une infinité d'autres univers, qui sont même d'ailleurs, en principe, atteignables sans passer par des lieux interdits, c'est-à-dire sans passer par des singularités. Alors soyons tout à fait clairs et honnêtes, je pense, comme probablement tous mes collègues ici, qu'il s'agit vraisemblablement d'un artefact mathématique. Nous ne croyons pas, pour au moins les spécialistes que je connais, nous ne croyons pas qu'il s'agisse d'autres univers réels, mais plutôt probablement d'un fantôme théorique qui apparaît dans les équations. Mais enfin, la chose est quand même suffisamment sérieuse pour qu'elle ait été étudiée par de très grands physiciens théoriciens, et elle est aussi intéressante, je trouve, conceptuellement, parce qu'elle est un exemple, parmi beaucoup d'autres, de ce qu'on nomme les possibles occurrences de ce fameux multivers. Vous savez, ce néologisme qu'on a inventé pour référer à une multitude d'univers. C'est une idée qui traverse toute l'histoire de la pensée, qu'on trouve en Grèce ancienne, chez Anaximandre et Démocrite, qu'on oublie bien sûr très vite au Moyen-Âge avec la mise en œuvre, la mise en ordre apologétique de Thomas d'Aquin. L'unicité du monde découle de l'unicité de Dieu, mais on voit à nouveau ces idées apparaître à la Renaissance, avec Nicolas de Cuse, avec Giordano Bruno, avec son frère de chœur français, François Rabelais. On les voit à nouveau apparaître à l'âge classique, avec Leibniz, au XVIIIe siècle, avec Fontenelle et son dialogue courtois, pourrait-on dire, et puis en philosophie contemporaine, avec des penseurs comme Lewis ou Goodman. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'idée de monde multiple fait en quelque sorte effraction dans le champ des sciences dures. Et ce que je crois pertinent, ce n'est pas tellement le multivers en tant que tel, en tout cas celui des trous noirs, moi j'avoue que j'y crois pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça pousse les physiciens que nous sommes à nous poser des questions de nature épistémologique, de nature philosophique. Parce que quand on regarde les débats enflammés entre physiciens sur ces questions, ce n'est pas des problèmes de calcul, ce n'est pas des problèmes d'équation, c'est des problèmes de définition de ce qu'est la science. Est-ce que le multivers est encore scientifique? Est-ce que même parler de l'intérieur d'un trou noir est encore scientifique? Parce que ça semble infalsifiable, au sens du philosophe Karl Popper. Je ne peux pas aller faire une expérience et mettre à l'épreuve cette théorie. Et pourtant, je peux le faire de façon indirecte. À quel niveau, je dirais, de médiateté demeure-t-on encore dans le domaine des sciences dures? Je ne vais pas répondre à cette question ce soir. Mais je pense que, comme je l'annonçais en introduction, elle est aussi signifiante parce qu'elle nous oblige à un peu de subtilité, ou au moins à une prise d'engagement dans nos attentes quant à la démarche scientifique. Et le multivers, c'est un peu une nouvelle blessure narcissique, finalement. Après avoir été géocentré, héliocentré, galactocentré, cosmocentré, notre vision pourrait devenir strictement acentrique. Et ça, c'est un peu compliqué pour certains. Peut-être un peu trop enthousiasmant pour d'autres. Je ne sais pas. Voilà. La question, en tout cas, est sur la table. Bien. Alors, on peut aller encore plus loin que ces trous noirs de Kerr. Et pour aller encore plus loin, eh bien, il faut convoquer l'autre grande théorie physique du XXe siècle, la mécanique quantique. Donc la mécanique quantique, vous le savez, c'est le paradigme qui nous permet de comprendre essentiellement, quoique non exclusivement, ce qui se passe dans le domaine de l'extrêmement petit. Les particules élémentaires, les atomes, les molécules sont très bien décrites par la mécanique quantique. C'est une autre théorie qui est extraordinairement bien testée.
et qui a des conséquences étonnantes. Par exemple, à petite échelle, beaucoup de grandeurs deviennent discrètes, discontinues, comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Par exemple, les particules sont comme douées d'ubiquité, au moins dans certaines interprétations. Et puis surtout, il faut renoncer au reposant déterminisme de la physique classique au profit d'une vision stochastique ou aléatoire. Ce qui est intéressant, c'est que Stephen Hawking, il y a quelques décennies, a tenté de comprendre comment on pouvait conjoindre cette physique quantique avec les phénomènes gravitationnels très intenses associés aux trous noirs. Alors, ce n'est pas de la gravitation quantique, c'est de la physique quantique usuelle, des électrons, des photons, de ces choses-là qu'on sait très bien quantifier, dans l'espace-temps distordu, mais classique, dû à la présence du trou noir. Et les choses deviennent très intéressantes, parce que vous savez qu'en physique quantique, le vide n'est jamais vide. C'est-à-dire que là, si on avait une extraordinaire pompe à vide et qu'on arrivait à faire des cloisons étanches dans cette pièce, quand bien même on retirerait toutes les molécules de la pièce, en fait, ça ne serait pas stricto sensu vide, parce que des paires de particules et d'antiparticules peuvent émerger en quelque sorte ex nihilo, eu égard aux fluctuations quantiques. Ce sont même des choses qu'on sait mesurer, ce n'est pas une vue de l'esprit. Mais les conséquences sont assez minimes au quotidien, et on connaît quelques phénomènes physiques qui permettent de mettre en évidence la réalité matérielle de ces fluctuations quantiques du vide. Quel est le lien avec les trous noirs? Le lien, c'est l'effet de marée. Vous savez que la Lune va induire une distorsion de la Terre. Elle va tirer sur la Terre. Et c'est l'élongation de la poche d'eau constituée par les océans qui est responsable de la montée et de la baisse du niveau de l'Atlantique ou du Pacifique, ce qu'on appelle les marées. Alors cette marée, d'ailleurs, c'est précisément ce qui tuerait l'astronaute que je décrivais tout à l'heure. Je vous disais que pour se suicider, enfin, ce n'est pas un très bon conseil quand même. Enfin, bon, dans l'éventualité purement science-fictionnelle d'un suicide, l'achèvement du temps, ça serait plutôt sympa. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce que notre pauvre astronaute mourrait avant de toucher la singularité à cause de cet effet de marée qui, littéralement, le disloquerait. Voilà ce qui se passe quand on tombe dans un trou noir. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'effet de marée va également jouer sur ces fluctuations quantiques de particules. Et s'il est suffisamment intense, il va casser les paires de particules. Et donc l'observateur distant qui regarde un trou noir va en réalité voir des particules éjectées par le trou noir. Comme il faut bien conserver l'énergie, la masse du trou noir va diminuer, et il va donc observer un trou noir s'évaporant. Alors voilà qui est étrange, parce que ça fait une demi-heure ou trois quarts d'heure que je vous explique, et vous le saviez tous, que rien ne peut sortir d'un trou noir. Et nous en arrivons à dire qu'un trou noir s'évapore, ce qui est une contradiction radicale de tout ce que nous venons de dire jusqu'à maintenant. Et c'est vrai. C'est vrai parce que lorsqu'on tient compte de phénomènes physiques plus complexes, eh bien, il y a des phénomènes jusqu'alors négligés qui apparaissent. Ça ne signifie pas que tout ce qui a été dit était faux. Parce que les gros trous noirs, les trous noirs astrophysiques, ceux qu'on connaît, ceux qui proviennent de l'implosion des étoiles et ensuite de la coalescence des autres trous noirs, tout cela ne sont pas sensibles au phénomène d'évaporation. Il est tellement infime qu'on peut littéralement l'oublier. Mais d'hypothétiques petits trous noirs, dont l'existence n'est pas avérée, qui pourraient s'être formés dans les premiers instants de l'univers, quand la densité était très grande, et qui pourraient avoir des tailles et des masses infimes, pourraient subir de plein fouet ce phénomène d'évaporation. C'est un phénomène qui est très contre-intuitif, parce que voyez-vous, quand un morceau de métal chaud rayonne, il se refroidit. Et au bout d'une heure, on peut le toucher. Un trou noir, lui, se réchauffe au fur et à mesure qu'il rayonne. Parce que plus il rayonne de particules, plus il diminue. Mais plus il diminue de taille et de masse, plus le champ gravitationnel à sa surface est intense. Ce qui n'est pas aussi bizarre que ça pourrait le sembler. Il est plus petit, donc on est plus près du centre, en quelque sorte. Donc finalement, la gravité augmente, et la variation de la gravité, ce qui crée l'effet de marée, augmente au fur et à mesure que le trou noir rapetisse. Et donc l'effet s'emballe, et donc littéralement, le trou noir explose. Alors cet effet Hawking, on ne l'a jamais vu, parce qu'on ne sait pas si les petits trous noirs existent, et qu'il faut des petits trous noirs pour l'observer. Mais on l'a vu
enfin on croit l'avoir vu, dans des systèmes dits analogues, c'est-à-dire des trous noirs acoustiques. On n'a pas véritablement un trou noir au sens gravitationnel du terme, mais où on a quelque chose qui ressemble à un trou noir, non pas pour la propagation des photons, mais pour la propagation des ondes acoustiques. Ce n'est pas une preuve, mais c'est une indication assez intéressante de la véridicité de ce phénomène. En tant que tel, il n'est pas problématique. Il est un peu frustrant, parce qu'à peine a-t-on commencé à comprendre ce qu'est un trou noir qu'il faut déjà déconstruire notre savoir, mais il n'est pas littéralement paradoxal, au sens physique en tout cas du terme. Ce qui est problématique avec l'évaporation, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Ce qui est problématique, c'est que, en théorie quantique des champs, qui est quand même la théorie maîtresse de tout ce qu'on connaît sur l'infiniment petit, on doit conserver l'information. L'information peut être difficile d'accès, mais elle n'est jamais perdue. Si vous connaissez les lois de la physique, vous pouvez toujours retrouver l'état initial à partir de l'état final. Bon, un peu métaphoriquement, on pourrait dire que les enquêteurs de l'aéronautique arrivent presque toujours à reconstituer le scénario qui a fait exploser un avion à partir d'une épave. Bon. Si je connais l'état final et que je connais bien les lois, je dois pouvoir retrouver ce qui s'est passé avant. L'information est parfois cachée, mais elle est toujours conservée. Sauf, justement, dans le cas des trous noirs. Si je prends mon téléphone portable et que je le jette dans un trou noir, évidemment, j'ai perdu pour moi l'information qui a été stockée sur mon téléphone. Je n'ai plus accès à mes SMS et à mes emails. Bon. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est juste que l'information est derrière l'horizon. Moi, je l'ai perdue. Mais la physique ne l'a pas perdue. Elle est simplement inaccessible pour moi. Jusque-là, tout va bien. La physique ne dit pas que j'ai toujours accès à toute l'information. Elle dit qu'elle est quelque part. Ok, elle est derrière l'horizon, pas de problème. L'ennui, c'est quand le trou noir s'évapore. Parce qu'une fois que le trou noir est évaporé, il a recraché vers l'univers environnant un bain de rayonnement qui, lui, est purement thermique, c'est-à-dire ne contient plus aucune information. Et là, il semble que l'information ait été détruite, ce qui est interdit par les lois que nous croyons connaître de la physique. Ce problème est lié, bien qu'il soit différent, à un autre problème de physique des trous noirs. C'est celui de l'entropie. Alors, vous savez, l'entropie, c'est une grandeur qui est très essentielle en physique, qui est à la fois une mesure du désordre et de l'information manquante. C'est assez facile de sentir pourquoi les deux sont liés, n'est-ce pas? Imaginez que vous avez plein de petits dipôles, des petites flèches qui sont alignés. Donc c'est parfaitement ordonné. Si vous en connaissez une, vous les connaissez toutes, puisqu'elles sont ordonnées. Donc faible désordre, pas d'information manquante. Si au contraire, les dipôles sont mis aléatoirement, si vous en connaissez un, vous ne connaissez rien des autres. Beaucoup de désordre, beaucoup d'informations manquantes à partir d'une vision partielle. C'est un peu caricatural, mais c'est l'idée. Vous voyez que l'entropie, c'est la grandeur physique qui à la fois décrit ce qui me manque comme information quand je regarde de loin et qui me décrit le taux de désordre interne d'un système. Le Soleil a une très grande entropie parce que quand je connais sa température et son volume, je ne connais rien de la position exacte et de la vitesse exacte des milliards de milliards de milliards de noyaux d'atomes qui se trouvent en son sein. Il est extrêmement désordonné, donc il a une très grande entropie. Et cette entropie ne peut qu'augmenter en physique, au moins dans les cas standards. Elle ne peut qu'augmenter, alors non pas parce qu'une sorte de force mystique nous attirerait vers le désordre, comme si Chaos avait triomphé de Cosmos, tout simplement parce que c'est plus probable. Il y a beaucoup plus d'états de désordre que d'états d'ordre, et donc la goutte de lait diffuse dans le café. Tout ceci mis ensemble pose un problème. Parce que, imaginez qu'on ait une sphère de matière, et imaginez que je fasse imploser sur cette sphère de matière une coquille de lumière de façon à la transformer en un trou noir qui a la même taille. C'est forcément possible. Si je calcule bien mon coût, je peux communiquer à de la lumière l'énergie qu'il faut pour qu'elle fasse imploser la sphère initiale de matière en trou noir ayant la même taille que la distribution initiale de matière. Comme l'entropie ne peut qu'augmenter, vous voyez que le trou noir a forcément une entropie plus grande que la matière initiale, quelle que soit la nature de la matière initiale. Donc cette petite expérience de pensée triviale nous montre que l'entropie d'un trou noir est gigantesque et qu'elle est même maximale. Mais ça, c'est problématique. Parce qu'on vient de dire que l'entropie est liée au désordre.
Et comment voulez-vous qu'un trou noir soit désordonné? Il n'y a rien de plus simple dans l'univers. Un trou noir, il est complètement décrit par sa masse et sa vitesse de rotation. C'est même un théorème en relativité générale. Je ne parle pas de charge électrique dans le cas qui nous intéresse. Donc c'est très paradoxal. Comment est-ce qu'à la fois ça peut être l'objet le plus simple de l'univers, un trou noir est plus simple qu'un quark, et en même temps l'objet le plus désordonné, donc celui qui contient le plus grand nombre de degrés de liberté interne? C'est évidemment en tension. Alors il est probable que pour résoudre les deux paradoxes qui ne sont pas identiques mais qui sont liés l'un à l'autre, que je viens d'évoquer, il faille recourir à ce qu'on nomme une théorie de gravitation quantique. Alors la gravitation quantique, c'est un peu le Graal, enfin en tout cas l'un des Graals de la physique théorique, puisque c'est une tentative de conciliation de nos deux grands piliers. D'une part, la théorie d'Einstein, la relativité, d'autre part, la théorie de Bohr, Planck, Pauli, Dirac, Schrödinger, Heisenberg, de Broglie, la mécanique quantique. Moi, je ne crois pas que l'enjeu, ce soit l'unification. On parle beaucoup d'unification, mais après tout, ça serait bien aussi de vivre dans un monde diapré et protéiforme. Non, c'est pas l'unification, c'est un désir philosophique qui est parfaitement légitime, mais qui n'est pas nécessaire. C'est pas ça le problème, c'est la cohérence. Le problème, c'est qu'il y a des moments, des lieux, par exemple le centre des trous noirs, par exemple l'univers primordial, où on a simultanément besoin de physique quantique et de physique relativiste. Et donc si elles sont mutuellement incompatibles, là il y a vraiment un problème. Et pourquoi elles sont mutuellement incompatibles? Alors, il y a des raisons très techniques de renormalisation, etc. Mais intuitivement, vous pouvez vous dire que le temps, en physique quantique, c'est le temps usuel. C'est un paramètre extérieur qui est très différent de l'espace. Alors qu'en relativité, le temps, c'est de l'espace. C'est la même chose. Je me mets en mouvement, je change de l'espace en temps. Je ne peux littéralement pas les distinguer, puisqu'il n'y a pas de distinction. Ils ne sont que les deux versants d'un même phénomène fondamental sous-jacent, qui est l'espace-temps. Vous voyez qu'il y a une tension entre les deux théories. Peut-être une autre manière de le dire, c'est que la théorie de la relativité est fondamentalement géométrique, alors que la physique quantique est fondamentalement non géométrisable, à cause du principe d'incertitude. Donc il y a énormément d'inconciliabilité apparente entre ces deux paradigmes, et c'est un défi considérable que de tenter de subsumer en quelque sorte la physique connue dans un concept commun. Il y a des pistes. Pas de consensus, mais des pistes. La plus connue d'entre elles, naturellement, c'est la théorie des cordes, qui est extrêmement élégante mathématiquement, extrêmement lourde en hypothèses supplémentaires, mais qui permet effectivement de donner quelques lumières sur l'entropie des trous noirs en termes, par exemple, d'états de membranes qui permettent de calculer une entropie assez convaincante. Une théorie concurrente de la théorie des cordes, la gravitation quantique à boucle, tente quant à elle de se passer d'hypothèses supplémentaires au prix de ne pas être une théorie unificatrice de l'ensemble de la physique, mais simplement une théorie de gravitation quantique, et elle fait émerger en quelque sorte l'image d'un espace qui serait constitué de petits atomes d'espace, un peu comme la matière est composée de petits atomes de matière. Quand on applique cette gravitation quantique à boucle à la cosmologie, à l'univers dans son ensemble, le modèle du Big Bang est infléchi à son origine, il n'y a plus de singularité centrale, mais il y aurait un grand rebond, un big bounce, c'est-à-dire une phase de contraction de l'univers qui aurait précédé l'actuelle phase d'expansion de l'univers. Comme vous l'avez constaté, tout ce que je vous ai dit pendant les 3 premiers quarts d'heure, en gros, c'est de la physique très fiable, très bien connue, très vérifiée et consensuelle. Là, dans les 5 dernières minutes, je suis dans la physique spéculative. C'est toujours très important de préciser quand on est dans la spéculation et quand on n'est quand même jamais dans la certitude, c'est de la science, mais au moins dans le très bien compris. Et donc cette gravitation quantique à boucle, je peux aussi l'appliquer au trou noir, je fais aussi disparaître la singularité, c'est-à-dire la divergence, c'est-à-dire la pathologie centrale, et il semble que les trous noirs puissent être réinterprétés eux aussi comme des objets en rebond, c'est-à-dire une solution de type trou noir qui rebondit vers une solution de type trou blanc. Un trou blanc, c'est tout simplement le symétrique temporel d'un trou noir. Dans un trou noir, vous pouvez entrer, mais vous ne pouvez pas sortir. D'un trou blanc, vous pouvez sortir, mais vous ne pouvez pas y entrer. Alors, ça pose une question immédiate. Si les trous noirs n'existent pas vraiment et rebondissent en trou blanc, pourquoi ne voit-on pas de trou blanc?
dans l'univers? Et la réponse immédiate, c'est la relativité. Combien de temps dure le rebond? Le temps mesuré par le trou noir lui-même, c'est très bref. C'est une fraction de seconde, une milliseconde. C'est presque instantané. Mais le même phénomène observé de loin, ça peut prendre des milliards de fois l'âge de l'univers. C'est l'effet de dilatation du temps que nous évoquions tout à l'heure. Il est donc normal, même dans ce modèle, que nous n'observions pas de trou blanc. Tout l'enjeu maintenant, c'est d'aller au-delà, bien sûr, de ces spéculations théoriques et d'essayer de mettre à l'épreuve ces idées avec des indices observationnels qui sont assez délicats à envisager, mais qui ne sont plus aujourd'hui totalement hors d'atteinte. Voilà, je crois donc que les trous noirs ne sont peut-être pas, probablement pas même, des portes sur d'autres univers, comme on l'a dit dans certains ouvrages de science-fiction, mais au moins ce sont des portes vers vraisemblablement de nouvelles compréhensions de nos théories, voire permettant l'élaboration de nouvelles théories, et ça, c'est déjà tout sauf un détail. Donc j'ouvrais avec Jean Genet, je vais conclure avec Frédéric Nietzsche, le plus poète des philosophes, qui écrivait dans ses dithyrambes pour Dionysos « Il y a en moi quelque chose d'inapaisé et d'inapaisable. Il y a en moi un désir d'amour qui parle la langue même de l'amour. Je suis la lumière. Ah, si j'étais l'obscurité. Et ceci est ma solitude que d'être enrubanné de lumière. » Merci.